l'idée, c'est de vous se mettre un peu en art de cercle, en rond possible. L'idée de ce temps, ça va être un temps de partage. Pour lancer la discussion, on va avoir Morgane J. d'Ebuliscience qui va répondre à cette question hyper simple. C'est caché. Si vous pouvez vous mettre là-bas, parce que je vais vous expliquer le principe. L'idée de l'aquarium, si on y arrive, c'est que ces trois chaises-là, c'est les trois chaises dont on vient parler. Et Morgane va lancer la discussion avec son point de vue situé et argumenté. Et puis l'idée, c'est qu'ensuite, en écho, vous puissiez venir vous asseoir et parler en votre eux et dire comment cette question de la légitimité, alors il y a toujours un médiateur, médiatrice, donc en fonction de la posture que vous avez, à inciter le public à passer à l'action. Comment vous sentez là-dessus? Est-ce que ça fait écho à votre posture ou pas du tout ce que Morgane dit? Je m'appelle ceci et puis je venais peu c'est la place, exactement. Et quand vous avez fini de partager des spaces pour asseoir, pour relaisser la place à quelqu'un. Voilà. Morgane, je te laisse lancer. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est Morgane, je dirige l'association Ébulliscience. Et peut-être avant d'essayer de répondre à la question qui est posée, peut-être justement situer d'où je parle et ce qu'on fait pour essayer de mieux comprendre notre position. Donc, Ébulliscience, c'est une association de médiation scientifique. Je ne sais pas si les personnes connaissent cette association ou pas. Morgane, d'accord. Une association de médiation scientifique qui a été créée en 1998, donc elle n'est pas si récente que ça. Et le but de cette association, c'est de rendre accessible la culture scientifique et la pratique des sciences auprès de toutes et tous, et particulièrement pour celles et ceux qui en sont éloignés. Donc voilà, et pour aller vers cet objectif, en fait, on a une particularité, c'est qu'on met en place une typologie de médiation, notre typologie de médiation scientifique. C'est-à-dire que notre objectif premier n'est pas de transmettre une connaissance scientifique telle quelle à notre public, quel qu'il soit. C'est vraiment de l'amener à se mettre dans une posture de chercheur, chercheuse scientifique. Donc, c'est de les accompagner dans une problématique ou face à un défi pour faire émerger leurs propres hypothèses, individuelles ou collectives, les accompagner dans l'expérimentation, dans l'expérience, pour essayer de répondre à l'hypothèse de départ, de regarder les résultats, est-ce que j'ai validé ou pas mon hypothèse, et puis est-ce que j'ai pas validé mon hypothèse, quelle nouvelle hypothèse je vais faire, etc. Pour nous, en mettant cette typologie de médiation-là en place, ça nous permet déjà de re-questionner le rapport qu'on peut entretenir, que le public peut entretenir aux sciences, de manière générale. C'est pas que pour moi, enfin, j'ai pas que d'études de sciences, donc je peux pas faire ce type, enfin voilà. C'est essayer de participer à re-questionner ce rapport qu'on peut entretenir, questionner aussi le rapport qu'on peut entretenir à l'erreur, notamment, en se disant, en fait, je me suis trompée, oui, en fait, c'est constitutif de l'apprentissage. Si je ne me trompe pas, je ne code pas quand je n'apprends pas. Donc, c'est aussi redonner de la valeur à l'erreur. Et donc, ouais. Donc, nous, à l'association, on a une équipe de médiation scientifique, d'un médiateur et une médiatrice scientifique qui accompagne ces publics. Donc, leur rôle est plus de poser des questions que de donner des réponses. Donc, voilà, je resterai fidèle à notre ligne, et donc, enfin, je le sais. Pas sûre d'amener vraiment une réelle réponse. Mais en tout cas, du coup, pour nous, sur la question de est-ce qu'on est légitime en tant que médiateur ou médiatrice scientifique à inciter à l'action, nous, on a une position qui est de dire non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, à Ébulliscience en tout cas, c'est plutôt de créer les conditions pour permettre à chacun ou chacune de d'entretenir, de faire évoluer sa relation par rapport aux sciences, de se légitimer dans sa capacité à aller au contact de ces questions, là, plutôt que de leur dire: «Il faut plutôt aller par là» ou
c'est vraiment de laisser. Pardon, juste quelqu'un. C'est vraiment plutôt de créer ces conditions-là, et on essaye le grappin, enfin, s'y tenir. Alors, je dis ça, Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à faire? ouais, je dis ça, mais en même temps, effectivement, aujourd'hui, euh, vis-à-vis des l'association, c'est pas construit par rapport aux présentations des autres structures qu'on a entendues. Nous, l'association, elle s'est pas construite pour répondre à des enjeux écologiques, environnementaux. Par contre, à un moment donné, là, forcément, les enjeux, voilà, ils sont là, ils existent, ils deviennent de plus en plus présents aussi dans nos discussions, dans nos débats, est-ce qu'on ne devrait pas se repositionner, etc. Donc, on sent quand même une tension qui naît au sein de notre métier, et comment on définit nos missions, jusqu'où elles vont, et enfin, où est-ce qu'on s'arrête. Et ça, c'est en tension, parce que elle est en tension pas tant sur la légitimité scientifique ou pédagogique, mais plus sur la question de notre responsabilité aussi dans la société. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu, en débat, et par exemple, je me souviens il y a quelques années, pour essayer d'aller un peu plus de concret, heu, on a et ça c'est intéressant, en fait, j'ai une réponse qui était pas du tout ce que j'avais prévu, c'est par rapport aussi à tout ce qui a été, dit, avant. Mais nous, la plupart, une grande partie de notre public, environ 60 de notre public, ce sont des enfants de 3 à 12 ans. C'est la plus grosse, partie, puis après on a des familles, des adultes, et cetera. Et donc, on intervient, par exemple sur des activités périscolaires, après l'école. Et à un moment donné, une collectivité nous a demandé: «Est-ce que vous pouvez pas rendre l'activité un peu plus verte?» C'était pas très explicitement, demandé, mais quand même, donc ces questions, elle s'est posée de, ben, est-ce qu'on doit modifier nos propositions, pour essayer de correspondre à, une attente, une demande? Et donc on a dit: «Ben, on va pas changer là», enfin, on en a discuté, et cetera. On s'est dit: «On va pas changer nos activités telles qu'elles sont, on continue de l'objectif, mais voilà, en fait, comment les objectifs qu'on poursuit participent aussi, à un moment donné, à une sensibilisation». Enfin, donc voilà. Et la question, elle est toujours, en débat aujourd'hui, à l'association. Et là, on évolue sur quelques éléments, mais c'est vraiment pas du tout, enfin, c'est plutôt se dire: «Bon, on a créé des ateliers qui répondent à la question: "Pourquoi on végétalise les cours d'école?"». On va faire des ateliers, on va juste, faire des expériences scientifiques, sur la rétention des sols, sur l'évapotranspiration, et cetera. Et c'est avec ce que le public va, en découvrir, va faire du lien avec: «Ah, mais OK, c'est pour ça en fait qu'on met plus d'arbres dans la cour d'école. Ça va nous permettre», enfin, voilà. Mais nous, voilà, dans nos ateliers, on va s'arrêter là. On va pas aller dire après, ben, voilà, où est-ce que ce que vous pouvez faire, voilà. On va pas même pas indiquer ce que seraient, les pratiques. Parce qu'il y a la question derrière, c'est quoi les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques pour qui? Parce que d'où on vient, parce que ce que je dis dans notre objectif, dans notre but de départ, et ça, c'est peut-être important que, ce sera un sujet peut-être, dont on peut discuter, c'est-à-dire rendre, les sciences, accessibles pour toutes et tous, et avec une attention particulière pour, celles et ceux qui en sont les plus éloignés, et les plus éloignés notamment, socialement, et cetera. Donc on a des actions particulières en quartier prioritaire de Badi. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à eux, depuis le début enfin, ces habitants qu'on rencontre, presque quotidiennement, à l'association à travers nos activités. Et se dire: «Mais en fait, comment eux, ils se sentent dans leur pouvoir, d'agir, où ils en sont, en fait, dans toutes ces étapes», on parlait de passer des steps, et cetera. Ben, en fait, quels sont les prérequis aussi, avant de, se sentir le pouvoir, d'agir. Et donc voilà, j'ai un peu l'impression que, nous, on est ici, enfin, qu'au début, je disais: «Ah là là, ça avait pas trop de sens cette tâche-là, on n'incite pas du tout à agir». Puis après, je me dis: «Mais en fait, si, on joue un rôle quand même dedans, mais on joue un rôle, mais on n'a pas tous le même rôle, et c'est important qu'on n'ait pas tous le même, et en même temps, du coup, là-dedans, mais comment on fait alliance?»
Enfin, voilà et ça, c'est en plus des questions qui sont assez, je ne sais pas du tout combien de temps je vais, Temps de passer la parole à d'autres et ben, personnes. voilà et donc Merci, Morgane. désolée, tu sais. Et est-ce que du coup, dans la salle, il y a d'autres rapports à ce sentiment de légitimité à inciter le pouvoir d'agir, les publics à qui tu dois adresser, par rapport à ce que Morgane vient de dire? Et le principe, c'est le plus dur pour la première personne après ça monte, c'est de venir prendre une chaise et de permettre le retrait d'expérience. Je les ai jamais mal parlé, alors s'il y a quelqu'un d'autre qui Quelqu'un qui n'a pas encore pris parole voudrait partager son retour et quid de la légitimité, si, je début. Du coup, moi, je suis Naïli. Actuellement, je suis en train de finir master et je suis en train de créer une association. Du coup, je suis toute jeune, j'ai 22 ans. Et c'est the problème. C'est que chez les jeunes, bah, on est légitime, mais c'est les seules personnes chez qui on est légitime. Et ben, c'est très souvent, on dit, oui, mais bah, t'as connu la vie, t'es trop jeune. Ou à l'inverse, des fois, chez d'autres personnes, on est le messie et on pose même pas la question, enfin, on se pose pas la question. On se dit, bah, c'est les jeunes générations qui vont prendre le relais. Et du coup, on se dit que c'est nous, on a tout le pouvoir. Alors qu'au final, moi, j'ai pas de recul quand je suis étudiante, mais j'ai pas vécu plein d'expériences. Et du coup, il y a ce côté de soit on est le messie, soit on est des sous-merdes qui n'avons juste vu que, enfin, que nos études et en fait, on connaît rien du tout. Et comment se placer là-dessus? merci. Quelqu'un d'autre voudrait réagir? On a eu la question de la légitimité par rapport aux missions de la structure, on a eu la question de la légitimité par rapport à l'âge. Avec quoi d'autre ça résonne cette idée de... Bonjour Ali, moi c'est aussi Morgane. C'est la première fois qu'il retourne Morgane dans une vie. Ouais. Voilà. Moi je suis climatologue, j'ai fini mon master l'année dernière. Je sais plus qui vient d'arriver, c'est toi. Et pareil, pour les suites, c'était hyper dur de s'intéresser, de parler de sciences du climat à d'autres gens. Enfin, je voulais quand même faire de la vulgarisation parce que bah, c'est pour ça qu'il fallait dans cette étude-là, mais c'était quand même hyper dur. Mais par contre, ce qui m'a trop dérangé, c'était que les climatologues avec lesquels je travaillais, pour le coup, donc c'est des générations bah, plus âgées, genre 40, 50, 60, et ils faisaient pas du tout de vulgarisation. Et je comprends ce truc de bah, on peut pas donner des leçons et. Enfin, je saurais pas redire tout ce que tu as dit, mais j'étais d'accord avec ce que tu disais. Mais d'un côté, bah, l'urgence, elle est tellement. Ah, c'est l'urgence qu'elle est là, quoi. Ouais. Bah, en fait, du coup, pendant mon stage, j'étais un peu surprise de l'inaction des chercheurs. Bah, il y a beaucoup de chercheurs que je trouve très statiques. Et à la fois, je sais pas trop quand ça doit être aussi très délicat pour eux parce qu'il y a quand même une question de. Enfin, j'ai pas la réponse, quoi. C'est juste, ça m'a beaucoup questionné pendant mes études. Et ça m'a questionné aussi enfin, dans la recherche. Du coup, c'est bien qu'il y ait tant d'initiatives de faire des parallèles avec la recherche et SVD. Parce que du coup, je trouvais que les chercheurs étaient vraiment dans leur labo, mais même des climatologues. Alors que pour moi, c'est quand même des chercheurs qui sont censés être bah, dans la société, quoi, engagés plus que gérés. Et en fait, c'est un peu la désillusion, en vrai, sœur. Et donc, du coup, bah, j'ai l'impression que eux aussi, tout le monde se pose la question de la légitimité et au final, il en vient à une espèce de truc attentiste où personne ne fait rien parce que personne n'est légitime. Ok, donc on est dans une quelle urgence qu'il faut arrêter de poser cette question là, Lilian. Mais non, mais là, je sais pas, justement. Chacun c'est la pose. Il y a deux chaises libres, hein. Vous avez le droit d'être trois en même temps. Hein. Vous pouvez, par exemple, quand vous entendez quelqu'un commencer à vous rapprocher. Non, non, parce que non, j'aime beaucoup pas de essayer d'être assez bref parce que là j'ai parlé à travers les deux sculptures que je représentais en Syrie et Kaman, mais moi j'ai un parcours aussi de recherche et à la base j'étais plutôt de sciences du jour justement, mais je suis passé un peu par la climatologie. Enfin en fait, ouais, j'ai par contre de physique et du coup vous me faisiez beaucoup poser des questions de à quoi ça sert ce que je fais très théorique. En fait je travaille sur le cas. Et du coup, vraiment, je suis arrivé dans un labo de météorologie. Je me suis posé ces questions-là. Bah, pourquoi on fourmille bien? Pourquoi ça ne sent pas vraiment? Et en effet, bah, j'ai eu cette même pension. J'ai vu qu'il y en a quand même qui arrivaient à en sortir. Et en fait, tout ça avait culminé comme pour moi personnellement, un gros congrès de météorologie, le plus gros d'Europe. Et il y a un grand débat justement sur est-ce que les chercheurs doivent prendre part aux questions politiques. Et au début, c'était un peu oui, puis finalement, ça commençait à converger vers non, nous, on fait de la recherche. On n'intervient pas. Et ouais, je m'étais aussi posé cette question-là.
Et du coup, j'ai envie pour répondre un peu à ça, pour le moment en tout cas, pour te faire ma pratique, il faut refaire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure et refaire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. C'est pouvoir re-questionner ce truc de l'action là. C'est quoi ce truc en fait, qu'on appelle l'action? Et pour le coup, moi aujourd'hui, je suis aussi dans des pratiques d'enseignement, dans un endroit de Ecologica où étudie Maëlie, où c'est vraiment de l'enseignement et pour moi, en fait, comment dire? Outiller une démarche de questionnement, et inciter à se questionner, en fait, c'est déjà énorme. Ouais, En fait, c'est déjà monstrueux, en fait et pour moi, rien que ça, en fait, ça participe au questionnement du monde, ça participe, à la mise en mouvement et cetera et du coup, pour ça, je me place un peu, j'ai lu récemment je sais pas si ça vous parle, le Manifeste compositionniste de Bruno Latour, en gros qui, promeut une forme de, ce qu'il appelle, une forme enfin, l'enquête et la création pour repère commun et en gros, il dit, juste si tu poses la question, aux personnes, «De quoi vous dépendez? C'est quoi vos attachements?» et cetera et tu prends le temps, il y a toute une enquête sur toute une année, prendre le temps de le déplier. OK, c'est une démarche de connaissance. En fait, ça crée énormément de liens et en fait, c'est cette question de déplier les liens et créer quelque chose et ben, en fait, c'est déjà, agir mais énormément et ça a permis de faire bouger, beaucoup, beaucoup de lignes dans leur démarche. Ouais, pas l'im Mauvais, pardon? on n'a pas l'impression qu'on agit beaucoup, hein. C'est ça. Alors, moi, d'où je parle, déjà, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais, dans l'éducation populaire, dans une association qui faisait beaucoup de choses pour les enfants, qui a inventé les centres de loisirs, après j'ai continué, actuellement, mon activité professionnelle, je la développe au travers d'une coopérative d'activité, donc c'est un système coopératif, c'est assez particulier puisque, les histoires de gouvernance, c'est quelque chose dont on parle tous les jours entre nous. Voilà et je voulais intervenir sur, cette histoire de légitimité. Dans ma coopérative, il y a quelqu'un qui a dit un truc très bien que j'ai gardé, que j'ai trouvé très, très chouette. C'est: «Il faut arrêter, d'attendre d'être, légitime pour faire, il faut faire pour être légitime». Donc j'ai trouvé que c'était très bien parce que ça dit: «Bah, vas-y, commence puis après on verra». Et puis, moi je travaille dans le 6e arrondissement sur un groupe, écologique, donc et on a décidé quand même de mettre comme principe, parce que parfois il y a des gens qui sont pas là et qui se permettent au dernier moment de donner leur avis et de venir casser ce que les autres ont fait. On a mis comme principe là dernièrement que, justement, bah, en fait, ceux qui sont réunis là ont le pouvoir de décider. Ils ont toute légitimité à décider. Voilà. Donc pour arrêter avec cette histoire d'être, légitime ou pas légitime, quoi. Voilà. Kat, tu veux réagir? Du coup, je pense que continuer la discussion après ton intervention. Et peut-être aller vers, où est-ce que ça commence l'action? Est-ce qu'il y a des actions qu'on considère légitimes à inciter et puis d'autres plus problématiques? Je pense que ce sera en lien du coup. C'est intéressant de voir comment les parcours individuels résonnent avec les questionnements collectifs. Moi, j'ai aussi un parcours en recherche et je me suis beaucoup questionnée pendant toutes mes études, master, doctorat, sur quand est-ce que je suis dans la recherche, quand est-ce que je suis dans l'action, etc. Et je vous partage du coup une brique de réflexion que mon directeur de recherche, qui était un historien des sciences à l'époque, m'a partagé, qui m'a beaucoup aidée et qui me questionne beaucoup dans mon travail. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, cette question, on se la pose à cause ou grâce, des philosophes des Lumières et que c'est eux, en fait, qui ont, inventé, enfin et c'est pas un mal de l'avoir fait, hein, parce qu'on leur doit beaucoup, mais ce grand partage entre eux, bah, en fait, il y a le domaine de la connaissance, il y a les savants. Ils ont des savoirs valides qui sont des têtes d'épingle dans des espèces de validité de plus en plus restreints. Et puis il y a le domaine de l'action, le domaine de de des avis, des opinions. Ça, c'est ça le mot que je cherchais, des expériences et cetera et les 2 ne sont pas connectés. Ou alors il y a des logiques un peu de descendance de l'un à l'autre. On transmet les savoirs vers le domaine de l'action, mais il y a pas l'effet retour dans le paradigme des linéaires et c'est ça qui a structuré toute notre vie scientifique et c'est ce modèle qu'on a encore et c'est super parce que ce modèle, il a permis de faire plein de trucs. Bah, la question qu'on me pose, c'est, bah, du coup, au 21e siècle, on n'est plus au 18e. Est-ce qu'on a besoin du même paradigme scientifique? Pas. En tout cas, moi, je me dis que cette question d'action, il se la pose pour ça, parce qu'on sent bien qu'il y a une rupture qu'on a appris, en fait, qu'on s'est structuré pour avoir cette rupture entre les 2 et que ça vient questionner ces fondements-là, ouais.
petite réglisse. S'il n'avait pas à me regarder pour aller vous asseoir, pour aller vous asseoir hospitalier, Bah, moi, tu sais, je me présente rapidement, mais donc je m'appelle Nathalie et donc moi, je suis doctorante en sciences de l'environnement. Je travaille sur la pollution plastique. Et je suis aussi, dans une association, qui monte des projets qui s'appelle Juste 2 degrés, qui monte des projets de recherche et médiation scientifique, depuis plusieurs années. Et puis dans mes recherches, je travaille un peu en sciences participatives aussi, donc du coup, je fais des ponts, médiation, recherche, dans mes journées, un peu, tout le temps. Et je voulais juste qu'on n'oublie pas un point qui avait été mentionné, qui était celui tout à l'heure un peu de la diversité des publics, qu'on peut avoir face à nous. Et finalement, maintenant, j'ai de moins en moins envie de me poser la question de la légitimité, mais aussi celle du devoir. Parce qu'en fait, au début, mon point de vue à la base, c'était moi, j'arrive, je viens parler de démarche scientifique, je viens emmener les gens se poser des questions, pas forcément leur donner des réponses ni des choses à faire, mais vraiment leur apporter cette démarche-là, ce questionnement-là. Et ce qui me questionne, qui m'embête beaucoup aujourd'hui, c'est qu'en fonction du background socioculturel des gens, et bah, leur réception des choses n'est pas du tout la même. Et bah, ceux qui viennent de milieux favorisés, effectivement, ça va souvent leur donner envie d'agir. Ouais, je vais aller m'investir dans des assos et tout pour lutter contre ça. Et à l'inverse, et bah, en fait, les autres, il y a une espèce de posture de bah, ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent rien faire quand on vient de monde défavorisé. Et du coup, est-ce que nous, en tant que médiateurs, médiatrices, on reste là et on les laisse avoir chacun leur réception des choses? Ou est-ce que justement, on a quand même ce devoir-là de rétablir une forme d'équité aussi et de s'adapter à ce public-là en, en l'amenant ou en nous montrant qu'il est aussi en capacité d'agir et de réagir de façon différente? Bah, écoute, ça, c'est vrai que t'en parles parce que ça ouvre un truc qui est quand même assez intéressant. C'est genre la non-présence de certaines classes sociales dans les luttes écolo, mais genre certaines luttes écolo. Et c'est pas pour rien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu quand j'ai vu des initiatives de Ferris Barka, je crois qu'il s'appelle, qui est juste bah, super parce qu'en fait, ça vient casser la question un peu bourgeoise, en fait, comme si on regarde en face de «Oh, mais pourquoi est-ce que les personnes des parties défavorisées, ne viennent pas à nos luttes?» Et un peu le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils viennent pas parce qu'en fait, on leur fait pas la place de venir, on leur dit juste: «Bonjour, venez, nous on a fait ça, c'est adapté à nos codes sociaux, nos habitudes, nos trucs, nos modes de vie et cetera et maintenant vous qui venez d'un autre milieu avec d'autres modes sociaux, d'autres habitudes, bah, en fait, on voudrait que vous vous adaptiez à nous, avec que vous preniez notre langage pour pouvoir, venir faire cette lutte avec nous». Sauf qu'en fait, c'est un pas immense à faire parce qu'en fait, déjà, peut-être que financièrement, c'est pas possible, dans le sens où, bah, peut-être que tu as pas le temps, en fait, de le faire et ensuite, imaginez que tu dégages le temps, de le faire, ça veut dire que tu vas arriver dans un milieu, enfin, là, tout de suite, dans cette assemblée, s'il y avait une personne, qui vient, d'un quartier populaire, et qui est très défavorisée dans la salle, en fait, ça se sentirait directement parce qu'en fait, la quantité de codes sociaux qui nous différencient sont hyper durs à dépasser et cette personne se sentirait sans doute très mal. Parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire qu'elle aurait pas. En fait, même si elle avait le courage de venir dans un espace comme ça, pour tenter de, choper des infos comme ça, et je sais pas, enfin, soit ce serait une super découverte et ce serait génial et il y aurait un truc de: «OK, bah, on débloque quelque chose», soit ce serait super dur, en fait, dans le sens où, bah, il y aurait tellement de choses à dépasser que ça prend un courage immense, une énergie folle et genre c'est pas facile, et donc peut-être qu'elle reviendrait juste pas. Et du coup, enfin, pour moi, les initiatives comme Ferris Barkat qui a du coup lancé une école bah, populaire et écologiste, justement, pour des personnes qui viennent des quartiers défavorisés. Enfin, j'ai pas tous les bons termes, hein, mais du coup, en fait, ça permet de, plutôt que d'attendre que ces gens-là s'adaptent à nous, de juste être en mode, bah, en fait, non, il y a la possibilité de créer une autre forme d'écologie et une autre manière de lutter et qui soit pas dans nos codes, mais dans d'autres, quoi. Et puis aussi, enfin, toute la partie aussi socioculturelle de en vrai, des fois, je me dis, c'est pas que c'est dégueulasse, mais c'est pas très juste de demander à des gens qui sont déjà dans ce niveau de galère, de s'impliquer dans un truc qui va en plus enfin, genre, l'écologie, ça retombe souvent, enfin, la crise climatique, elle va retomber beaucoup sur, les pays du sud global ou les personnes défavorisées déjà financièrement. Donc en fait, bien sûr que c'est les gens qui sont très touchés par ça, mais en fait, enfin, c'est les gens qui aussi sont souvent très occupés à survivre juste et qui sont juste en mode survie. En fait, tu pas le luxe quand tu es en mode survie, enfin, c'est des discussions que j'ai eues avec des amis, bah, ils aimeraient bien, en fait, mais c'est un luxe aussi, certaines fois, que de s'engager parce que ça demande de l'énergie à la fois mentale et physique, quoi.
Donc des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur un pied d'égalité là-dessus, quoi, en mode, oui, voilà. Est-ce que quelqu'un dans le cercle a des exemples? Juste, Félix Barca, ce qu'il a fait, c'est génial, Mmh. mais ça pose encore une fois une question de mixité. Mmh. Les QPV, les riches. Et on se mélange pas. Et donc ça pose une vraie question de. Enfin, au final, eux, ils vont faire leur action de leur côté et nous, on va faire notre action de notre côté. Mais il n'y a pas de lien. Donc en fait, on va continuer à être séparés et on va continuer à faire chacun notre truc de notre côté Mmh. et pas réussir à faire deux choses ensemble. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais je suis pas en train de dire qu'il y a un truc bien et un truc pas bien, hein. C'est juste en mode, je suis assez d'accord avec ça que là, tout de suite, enfin, bah, c'est un peu la phrase de l'écologie sont des classes, c'est du jardinage, bah, c'est toujours ça, quoi. Genre, on est un peu face à un problème de réalisation. S'il y a cette volonté-là, en tout cas, j'ai l'impression que c'est soit réussir à créer, enfin, pardon, je reprends la parole beaucoup, mais genre, soit réussir à créer un espace qui, du coup, est assez mixte. Enfin, après, je suis jeune, genre, moi, j'ai pas beaucoup les solutions, etc., mais genre, qu'il soit assez mixte pour qu'en fait, du coup, bah, des gens qui viennent de milieux socioculturels puissent se rencontrer dedans et se sentir à leur place dans ce truc. Mais du coup, enfin, c'est dur, ça demande vraiment de la réflexion collective et des efforts, en fait, de pas mal de gens. Et du coup, enfin, je suis hyper d'accord, genre, ça serait super d'avoir ça, quoi. Morgane, quelqu'un d'autre à tenter des choses à la fois. Non, mais moi, je voulais juste dire, je suis hyper Une d'accord que abondance aussi. justement, dans ce qu'on essaie de faire et mettre en place, quel que soit notre rôle, derrière de ne pas reproduire des mécanismes de domination culturelle dans... Et du coup, peut-être des fois, en pensant bien cap, on loupe des... Il a des angles morts. Est-ce qu'il y a, voilà, dans la salle, je En passe la parole, en fait, ça rebondit sur ce qui vient d'être dit et en même temps, j'ai mis du temps à la mûrir, mais c'était une question pour Anciella tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose dans votre discours qui m'a un peu fait tiquer. C'est que vous parliez à la fois d'accompagner des individus dans des démarches, dans des projets, donc sur, transition écologique et sociale, mais au niveau individuel et en même temps, co-construire des propositions, visant à faire évoluer les politiques publiques. Et en fait, pour moi, ça pose la question qui est un peu en lien avec la légitimité, où se situe la limite entre, parce que d'un côté, les politiques publiques, c'est systémique, mais l'action individuelle, notamment au niveau associatif et les projets individuels, à mon sens, c'est un peu un moyen de bypass des politiques publiques défaillantes, notamment sur la question écologique. Et en fait, où se situe la limite et comment vous déterminez ce qui relève de l'action individuelle et ce qui relève de politiques publiques à modifier ou à amender? Et et pour moi, ça rejoint totalement ce qui était en train d'être dit là, à savoir que, bah, si on veut faire cohabiter, des populations qui sont des niveaux sociaux différents, ou des codes différents, le problème est avant tout systémique et c'est là qu'il faut intervenir et on peut pas demander aux individus de s'adapter, sur le tas. Donc voilà, typiquement, est-ce que vous avez, enfin, je sais pas une charte, mais enfin, comment vous abordez cette question-là, vous, quand on est à vous voir? Désolé, troisième intervention. Ah oui, Ouais, ouais, et encore une Mais après, fois, c'est difficile. Non, mais je pense que déjà, je vais commencer en te donnant une réponse qui va être très insatisfaisante, j'en ai peur. Il est que déjà, moi, je suis vraiment au niveau de la pépinière, donc sur les questions plus larges de négociation avec les politiques publiques, je serais bien incapable de te répondre. Et je pense que ça faut moins important de me resituer à cet endroit-là, parce que sinon, je pourrais dire des grosses conneries. OK. Cela dit, je peux quand même répondre sur la dimension initiative. Non, ouais, initiative. D'ailleurs, oui, comment dire, on n'accompagne pas juste des individus au sens où c'est des porteurs d'initiative. Alors, évidemment, en effet, des personnes qu'on va accompagner, c'est celles qui vont être en face de nous. Mais il peut y avoir d'autres personnes derrière elles qui ne sont pas en face de nous. Et il peut y avoir d'ailleurs plusieurs personnes en face de nous. Ça se fait aussi. Moi, comme je le perçois, je le comprends et comme je l'incarne, à la pépinière, c'est que l'arbitrage, on le fait pas à cet endroit-là, en fait. En fait, parce que c'est pas nous qui décidons qui passe les portes. À partir du moment où il y a quelqu'un qui arrive et qui dit: «Moi, je veux faire un truc et je veux contribuer soit sur des dimensions plutôt sociales, soit des dimensions plutôt écolo ou les 2 ou voilà», on va dire: «Bah, viens, on en parle et puis on voit comment on peut aider, comment on peut t'aider». Heu, mais cela dit, il y a aussi la dimension réseau qui va venir aussi jouer et aussi la dimension lien avec les politiques publiques aussi à cet endroit-là. Parce qu'il y a des personnes, qui vont,
on va se dire, bah tiens, viens, va voir l'élu du 4e à la culture, qui est plutôt lié à cette cellule-là, me semble-t-il. Euh, va voir telle ou telle personne, est-ce que tu as discuté avec elle? Donc il y a quand même une dynamique de retissage, de tissage, voire de retissage entre les différents niveaux. Et du coup, bah, il peut y avoir des résonances entre des volontés de politique publique et des initiatives. Et justement, il y a des formations aussi au sein de Anciela pour les porteurs et les porteuses d'initiatives, dont une qui est justement en lien avec des politiques publiques. Et en gros, ce qu'on leur dit, enfin, l'un des points importants qu'on pose, c'est dire, en fait, essayer de comprendre ce que c'est les enjeux politiques à l'échelle plus large, des enjeux qui viennent se poser aux politiques, pour essayer justement de parler leur langage et de comprendre un peu comment, en fait, vous, votre proposition, elle peut aussi répondre à ça et comment elle peut aussi renégocier potentiellement les dimensions plus politiques. Donc voilà, moi, je peux te répondre à partir de la pépinière qui va reconnecter aux politiques publiques. Mais oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Si moi, je pense plus personnellement, il y a en effet des choses que c'est pas juste une initiative qui va changer les choses. Cela dit, moi, je suis quand même assez dans l'idée que bah, plein d'initiatives différentes peuvent, en réseau, participer à changer les règles du jeu. Mais je suis aussi conscient que c'est un peu insatisfaisant Non, mais je suis assez d'accord avec cet aspect réseau qui peut engendrer quelque chose, mais ça reste, à mon sens, un peu contradictoire comme fonctionnement, dans le sens où, d'un côté, l'aspect politique public, c'est plutôt comment dire, un cadre global dans lequel tout le monde évolue, et derrière les actions individuelles, euh, comment dire, enfin, oui, enfin, c'est plutôt que les. J'ai un peu perdu mon fil de pensée, je suis désolé. Mais heu, tout ça pour dire que non, je suis désolé, je l'ai perdu. Moi, je me demande s'il y a pas une incompréhension de son côté sur enfin, ce que tu appelles action individuelle. Chez Antiella, c'est quand même de l'action collective. Les assos, ce qu'elles proposent, c'est de l'action collective. Elle est pas, ça rentre pas encore dans une transformation validée par les politiques. Mais en fait, ça participe à une transformation sur le terrain de quelque chose qui s'institutionnalisera peut-être. Mmh. Finalement, dans l'histoire, les assos, elles sont quand même généralement fer de lance dans des transformations. Et du coup, donner la possibilité à des porteurs de projets de, que leur projet voit le jour, qu'ils s'enrichissent, etc., c'est contribuer à la transformation systémique. Bien sûr. C'est le premier pas. Bien sûr. En fait, justement, moi, ce qui me gêne là-dedans, non pas du tout dans l'action en elle-même et ce que vous faites, c'est génial. C'est plutôt qu'on soit obligé de passer par là, parce que moi, ce qui me gêne, c'est l'aspect responsabilisation des individus, là où justement les politiques publiques sont défaillantes. Et donc, en fait, enfin, moi, enfin, c'est peut-être une erreur de ma part, mais je le perçois vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une impulsion des individus, qu'il y ait la démarche de passer par l'associatif, d'initier quelque chose pour qu'ensuite ce soit repris éventuellement, et encore, parfois même pas, mais par les politiques publiques. Mais est-ce que c'est pas un outil de la démocratie? Tu vois, de se dire, en fait, c'est quand même assez sain que nous, citoyens, parce que c'est des citoyens là, au sein des assos, tentent des choses, montrent que à un instant T, ce qui est décidé là-haut convient pas ou est insatisfait. Moi, je trouve que, et d'où la défense des libertés associatives qui est hyper importante, c'est qu'en fait, l'asso est un véhicule juridique qui permet aux citoyens de s'organiser collectivement et de dire là, à cet instant T, nous, ensemble, on va tester ça et on va aller souffler aux politiques que ça marche, que Je serais d'accord avec cet argument s'il n'y avait pas une telle répression de Ouais. l'identisme en Oui, français. oui, d'où l'importance de défendre. Après, qu'il y ait de la délégation de services publics aux assos et peut-être une déresponsabilisation pour dire bon, bah, c'est les Restos du Cœur qui vont organiser euh, la réponse à la précarité alimentaire, etc. Ça probablement, à plein d'égards, c'est une limite. Mais je pense quand même que
de donner les moyens à plus de citoyens de se dire: «Viens, on se met ensemble et on teste quelque chose», c'est une réponse qui est, intéressante. Et peut-être que le fait qu'on attaque ces libertés-là vient dire aussi que c'est quelque chose qui dérange à certains endroits. Mais, en ce sens-là, moi je pense que, heu, ouais, accompagner les initiatives collectives à travers l'accompagnement de porteurs de projets, c'est une réponse en tout cas qui me paraît être assez intéressante, dans le côté, justement, donner, en capacité les personnages. C'est un levier qui est accessible. Monter une asso, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres manières de gérer ces enjeux de responsabilisation des individus, dans le très beau et dans le sous dès que vous comptez, au même questionnement? Je, je parle de parler, moi, d'une question d'échelle aussi, par rapport à l'action, d'où on part, l'association locale ou d'où on part, ce qu'on propose. Et l'action, elle va se révéler, s'organiser, mais à une échelle d'abord petite. Et ce qui est souvent un frein à l'action, surtout à l'action et surtout, j'aurais envie d'introduire le terme d'efficacité, qui est une réponse que l'action, agisse quoi, Il y a un impact? soit efficace, ait un impact et que du coup, il y a un changement d'échelle et une répercussion qui arrive à, atteindre beaucoup plus et avoir, une efficacité quoi qui soit, et qui permette d'avoir vraiment une réponse à ce qui nous pose problème et cette impression d'être, au local investi est très important, d'agir au local, c'est très important, mais il y a un moment où on s'essouffle parce que, c'est là, d'accord, mais ça n'a pas de répercussion, d'efficacité beaucoup plus générale et je crois que c'est ça dont on souffre et pour mesurer par la nos actions et leurs, répercussions. Des pistes dans la salle? Ils m'ont cité à l'action, mais oui, comme les actions, qui ont un impact? Moi, je pense que, on le voit dans l'engagement associatif autour des enjeux de la transition écologique. Il y a un double truc il y a des personnes qui sont éco-anxieuses et qui se disent et à qui on dit: «Viens, engage-toi». Ce qui est intéressant, hein, je pense que se mettre en action et se trouver une communauté d'action, pas se sentir seul face au c'est très intéressant. Par contre, effectivement, c'est très difficile aussi, à l'endroit du militantisme de voir que c'est de la lutte, que ça bouge pas vite, et du coup, je pense que souvent, il y a vraiment une importance aussi à dire aux personnes qui commencent à s'engager, heu tu participes, tu es une goutte dans un océan, mais voilà, ça, se placer en sauveur de l'humanité, ça peut avoir ses limites et donc je pense que quand on invite à agir, on invite plutôt à rejoindre un mouvement. On peut insuffler de l'espoir et de l'espérance, c'est vraiment tout ce qu'on recherche, hein, mais du coup, voilà, il y a une posture, et une vigilance à avoir dans la posture quand on se met en action, qui est importante et une certaine humilité. Et effectivement, agir, au local, avoir des réussites au local, je crois qu'il faut aussi féliciter les petites victoires, même si, ben, à l'instant T, ça n'aura pas fait tout le reste. Ça, rien que pour les personnes que ça touche, enfin voilà, les 30 bénévoles qui ont trouvé un élan, à la minaison de l'écologie, c'est des personnes qui, je pense, sont remontées à bloc et du coup, vont autant rayonner autour d'elles. Enfin voilà, c'est des petits. Là aussi du ruissellement. Bah ouais, enfin, je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Parce que des fois, c'est très facile, je trouve, de perdre un peu espoir. Parce qu'en fait, enfin, j'en parlais tout à l'heure. euh, Il y a un peu le risque, et ça, c'est un truc dans lequel on est quand même engrangé depuis un certain nombre d'années,
de se lancer dans des luttes entre très gros guillemets, qui sont déjà greenwashées, qui ont été mis en place pour que des militants, se fatiguent dans quelque chose de relativement inutile, ou alors avec très peu de répercussions. Enfin, par exemple, le recyclage, ça a quand même été créé par des grosses entreprises pour que les gens se sentent moins mal, de consommer. Enfin, je pense que peut-être que non, j'apprends pas grand-chose à grand monde, mais c'est juste que c'est une part très minime, qui demande un effort qui certes est minime, mais qui peut faire aussi penser à certaines personnes qu'elles sont engagées, qu'elles font des efforts et qui du coup vont remplir leur petite jauge de l'énergie que j'ai pour faire des efforts dans ça. Et la répercussion va être minime, là où peut-être que, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, je j'ai pas la réponse, hein, à ce que je vais dire, mais des fois je me pose la question de est-ce que la frustration serait pas une émotion positive dans la lutte? Dans le sens où en fait on peut emmagasiner une frustration, à ne pas faire d'action ou alors à se sentir vraiment profondément inutile. Et cette frustration emmagasinée finit par nous pousser vers des actions qui potentiellement vont avoir plus d'impact, parce que plus engageantes, parce que plus difficiles. Et en fait, on aura cette énergie qui vient de cette frustration, qui arrive là et qui nous permet en fait d'être utilisée derrière. Moi, c'est vraiment des questions que je me pose où j'ai pas les réponses, parce que pour moi, même les petites actions sont chouettes, mais si on s'épuise dans les petites actions et qu'on voit qu'elles ont pas de répercussions, est-ce qu'on n'est pas en train d'être juste des imbéciles utiles de l'État et enfin, bon, là, je dévie, mais enfin, est-ce qu'on n'est pas juste des imbéciles utiles? Ça aurait compensé ça. pense que, je me suis déplacé parce que j'étais très d'accord avec ce que tu disais, mais ça rejoint le fait qu'on responsabilise beaucoup les individus avec des éco-gestes qui sont centrés sur, la responsabilité individuelle et qu'on alors là, les réponses que j'entendais, c'était, on mobilise du collectif, mais du coup, par exemple, sur le guide Agir à Lyon, il manque peut-être le mot collectif. Bon, après, c'était un petit peu plus long, mais je trouve que c'est pas évident, même en le lisant, que ça je trouve que ça centre vraiment sur la responsabilité individuelle et si en ça, peut-être que ça peut être contre-productif. Mais bon, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont réfléchi à ça et c'est plus complexe. Et puis je voulais appuyer sur ce qui a été dit, par, toi, donc climatologue, c'est ça? Sur le fait qu'il y a une urgence écologique, qui bon, c'est un truc qu'on répète souvent, mais l'urgence qu'on va ressentir et qu'on ressent aujourd'hui, par exemple, heu, pour moi, c'est une évidence qu'on peut plus concentrer notre énergie sur des actions individuelles et que bon après, voilà, c'est toujours, facile à dire, mais en fait, là, moi, je suis enseignant, j'ai oublié de le dire. Je suis l'un des bénévoles de la NDE et je suis, enseignant, à Lyon 1 pour les pharmaciens sur des questions environnementales notamment. Et ce matin, j'étais dans une réunion avec les enseignants Lyon 1 sur les questions, écologiques et tout le monde se mettait d'accord sur le fait qu'il faut qu'on se sente légitime tous en tant qu'enseignants, même si on n'est pas spécialiste. Numéro et je pense tous, dans l'associatif, que même si on n'est pas dans l'enseignement. Et la deuxième chose, c'était, l'histoire du triangle de l'inaction, parce qu'on a parlé d'inaction tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que le citoyen attend que ce soit l'État qui bouge, l'État attend que ce soit les citoyens, l'entreprise attend que ce soit l'État et ce que j'entends depuis tout à l'heure, on dirait vraiment on soit un carré d'inaction où chacun un peu se renvoie la balle, quoi. C'est toujours ça qui est au centre. Donc bon, là, pour conclure, du coup, je pense qu'il faut alors moi, pour moi, c'est évident qu'il faut des actions qui soient collectives, mais aussi plus radicales que ce que j'entends, globalement là depuis tout à l'heure. Ouais. Mais j'ai pas dit non. Prendre un peu la parole pour réagir sur le guide parce que je- comment dire? Je trouve ça assez injuste de dire que c'est individuel. Enfin, je suis désolé, je trouve ça assez injuste que c'est individuel parce que toutes ces pages-là, ce sont des associations, hein. C'est vrai, tout ça, ce sont des collectifs, des associations et ce ne sont que ça. Mais par contre, je pense que ça pose en effet une question, un enjeu qui pour moi, en fait, est vraiment important et je suis quand même content qu'on me pose la question. Tu mets que le pied dans le plat aussi, hein. Hem, c'est pour moi, il y a une dimension, comment dire, mais là, c'est moi qui parle, hein, c'est pas Anciella, qui est un peu, pragmatique au sens de, bah, ouais, en fait, on est des gens. Totalement. On est des gens et tous des individus et en effet, on peut se mettre en groupe, en collectif pour faire des trucs, mais on parle pas à un groupe. On peut parler à un groupe évidemment, mais on parle aussi à des gens, des individus qui ont leur propre trajectoire, qui ont leur individualité et cetera et en fait, pour moi, il y a un ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure Clément sur la question démocratique. C'est que, bah, la question pour moi, elle est, comment on repart des gens qui ont des corps, qui ont des idées, qui ont des parcours et comment à partir de ça, on arrive à créer des trucs? Et pour moi, en fait, là, toute la tension qui se joue, en fait, dans ce que tu dis, mais aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, pour moi,
c'est comment tu arrives à faire le lien entre ces corps, donc des gens, des personnes, des individus, et ces dimensions systémiques qui sont cristallisées dans des institutions. Et je suis d'accord que c'est pas du tout simple. Et je pense que Anciela ne prétend pas avoir une réponse totale en fait à ça. Et Anciela est aussi très consciente que quand je parle de Anciela, que c'était une personne. Globalement, Anciela, il y a des discussions, il y a des débats, parce qu'on n'est pas ils sont toujours d'accord, mais on est aussi tous conscients que on n'est qu'un maillon un peu de la chaîne, on est un pôle, un hub, on va dire, il y a des initiatives qu'on accompagne qui sont à différents degrés de radicalité, hein. Il y en a qui sont du coup plutôt dans la sensibilisation plutôt cheap et d'autres qui sont quand même plutôt radicales et qui vont, remettre en question très frontalement, des politiques publiques et on a aussi des liens, enfin, dans les locaux dans celui-là, il y a des affiches, des soulèvements de la terre et cetera. Donc il y a aussi un lien et une connivence, j'aurais envie de dire, peut-être que je vais un peu loin en disant ça, mais je pense que je peux le dire, avec des modes de pensée, des modes d'action qui sont aussi plus radicales. Quelque part, en fait, c'est un endroit qui est occupé, tout en ne disant pas que c'est le plus important, le meilleur, mais que, c'est pas déconnant de l'occuper, je dirais. Ouais, c'est vrai. Juste, je précise, parce que effectivement, j'arrive en français là. Et par contre, ça rejoint ce qu'elle avait dit tout à l'heure sur les enseignants-chercheurs qui sont totalement passifs. Et l'un des discours aussi, et j'en étais content ce matin parmi les enseignants Lyon 1, c'était qu'on hésitait à politiser, donc à faire à ramer au sens de police, hein, à politiser l'enseignement. Et s'il y avait quelqu'un de l'ENS, mais elle est partie, je crois, tout à l'heure, qui justement dans le débat mouvant disait c'est pas aux enseignants de l'ENS parce que c'est une institution de se positionner. Et je suis pas du tout d'accord avec ça, mais le plus large. Donc c'est assez et c'est hyper difficile à faire aussi parce qu'on peut risquer son poste, ça peut faire aussi des problèmes, mais bon, il y a des enjeux supérieurs à ça, donc Mais il me semble, pardon, non, mais non, viens. Non, j'allais dire, il me semble que le comité d'éthique du CNRS, ça a tranché il y a pas très longtemps en disant qu'il y a aucun problème que des scientifiques soient engagés politiquement, notamment dans les trucs genre scientifiques en rébellion. Il me semble que ça a été vraiment un sujet qui a été traité explicitement, qui a été discuté, donc comme le COMET, c'est le comité d'éthique du coup, et qui ont dit en gros, il y a non, mais ils ont le droit, avec leur casse-tête et scientifique, d'être là, tant que c'est pas, enfin, tant que ça re-rentre pas dans les labos et en gros, il y a plein de collectifs de chercheurs qui sont assez engagés et qui arrivent à faire ça. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est sûr que ça sécurise pas une carrière de recherche. Ouais. C'est ça qui va sûrement quelque part. Que les décisions du CNRS seront parfois absolument partout. Non. Il y a eu, j'ai eu un cas par rapport au Megabase, c'est un exemple, il va partir pour quand il y a des chercheurs qui ont travaillé sur les mégadessines et qui sont un petit peu fait miette de voter derrière. Ah oui, oui, oui. Non, là, je pense que ce qui est important à dire, c'est de recadrer la décision du CNRS pour la manière dont se traitent les cas au sein du CNRS. Complètement. C'est le comité d'éthique, en gros, qui dit quelque part que, alors si j'ai bien compris, donc peut-être à revoir, mais que, en gros, t'as pas le droit de saquer un chercheur et de le dégager ou le virer pour je sais, et ça me désengager, quoi. C'est une position pour son expression dans l'espace public, mais peut-être pas dans son enseignement aussi, c'est ça le truc. Ouais. Sûrement. Sûrement. Je regarde. Ouais, oui. Ah, ok. Liberté académique et dans le milieu de l'enseignement, on entend parler. Et pour le coup, enfin, après, là, je parle juste de moi, ce que j'ai vu, mais je trouve que c'est d'habitude en général, mais moi, le problème, c'est que plus que les chercheurs voulaient pas s'engager. C'était pas en mode. Enfin, ils pensaient beaucoup plus à leur papier qu'à s'engager. Et comment, donc, quand en équipe à Java, vous pouvez ne pas penser au fait de s'engager? Mais parce que je pense que la recherche était différente, en fait, quand eux, ils étaient thésards. Enfin, rien de nous, enfin, tous mes potes qui ont 20 ans, tout le monde est hyper motivé, quoi. Je pense que c'était pas du tout à l'époque, donc c'est peut-être aussi à remettre en contexte, mais du coup, je voulais dire un truc, mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais en gros, ouais. Enfin, en fait, que le problème, c'est plus qu'ils voient pas vraiment l'utilité, j'ai l'impression. Pas qu'ils ont peur de s'engager, c'est Ouais. qu'ils ne voient pas l'utilité. Bah, en fait, Et- ouais. Ce qui est pire, ouais, ce qui est fou, enfin. Bon, ils s'imaginent après hier, c'est pas leur. Bon, ils s'imaginent que c'est pas leur rôle. Oui, ouais. Mais comment c'est possible en tant que climatologue? Attends, je veux dire, enfin, peut-être il y a d'autres champs des sciences, les mathématiciens, les physiciens, bah, c'est peut-être plus une niche. Là, quand c'est lui, je sais où je vais la Et mettre. bah, tu vois, c'est que je suis super engagé. Hein. J'imagine en plus à vos endroits, vous êtes faites avec une salle à l'essai à travail.
Ouais. concret. Mais je veux dire, ça fait un siècle, on sait quoi. C'est pas, on connaît rien du tout. On fait dire quel est le risque pour un climatologue de dire argent, rajoute tout type de enfin, pas trop l'élévation par exemple. Lui, t'as dit, mais attends. Bah, c'est vrai que là, bah, c'est peut-être plus un risque, mais enfin, sur ce sujet-là, je trouve qu'il n'y a aucun risque. Et le seul problème, c'est que bah, les chercheurs, ils C'est pas très chaud d'être. Ouais, faut pas oublier qu'on est on est dans un contexte aussi dans le monde académique où on en demande toujours plus aux chercheurs. Et en fait, eux, ils sont arrivés dans la recherche en se disant qu'ils étaient là pour faire de la recherche et maintenant on leur demande aussi de trouver les moyens de faire de la recherche et de faire tout l'administratif. Et en fait, et maintenant en plus on leur demande de communiquer. Et en fait, dans ce contexte-là, je pense que ça joue aussi beaucoup dans, bah en fait, c'est pas à nous de faire ça. Et alors, je suis hyper mal placée contre ça parce que moi, je le fais, mais et je vois bien dans des collègues, et en fait, je les entends et je les comprends quand ils disent, bah en fait, avec tout ce que j'ai à gérer, moi, j'arrive pas à gérer ça en plus, et mentalement, c'est des recherches qui sont déjà, qui peuvent être compliquées quand on est sur des problématiques un peu bah, de société difficiles. Et par contre, je vois aussi en parallèle des copains à moi qui sont médiateurs, médiatrices scientifiques diplômés qui trouvent 4 postes. Parce que pas, on a battu lentement. Non, en fait, et ces postes-là de médiation dans la recherche, c'est des postes qui sont clés. Et on est allié à ce manque-là sans dire aux chercheurs d'en faire encore 45 plus. Que c'est médicien pas ça. Bah, justement, je vais rebondir sur la question des freins dans la recherche pour expliquer, peut-être expliquer d'où je parle. Donc, je travaille à l'Université Lyon 3 en tant que chargé de communication scientifique, donc je suis typiquement un de ces médiateurs, mais qui réussit un peu. Euh, et en fait, bah, en travaillant, une partie de mon job, c'est justement de faire un travail d'incitation auprès des personnels de recherche de Lyon 3 pour essayer de les faire partie, enfin, proposer des initiatives. Enfin, notamment dans le cadre de la table de la science, j'imagine que vous connaissez tous et toutes. Euh, et en fait, bah, de ce que j'ai pu observer, des interactions avec, les chercheurs et chercheuses là-bas, pour moi, il y a 3 freins principaux. Il y a celui que tu as expliqué, à savoir la surcharge de travail qui est quand même, très prépondérant. Parfois simplement le manque d'intérêt et il y en a un autre qui, j'ai l'impression, est un peu en train de disparaître parce que c'est plutôt un truc des anciennes générations de chercheurs et chercheuses, ou du coup plutôt de chercheurs. Mais c'est le fait que la médiation et qui du coup, est encore beaucoup considérée comme simplement de la vulgarisation, c'est un peu dévoyer les travaux de recherche. Et donc en fait, derrière ça donne mauvaise publicité au sein de la communauté académique. Bon, ça va pas empêcher totalement de faire publier, mais c'est un peu, on dirait un peu le vilain petit canard, pas forcément du labo, mais de la communauté, et ça apparemment, en tout cas dans l'esprit de plusieurs personnes que j'ai pu croiser, ça constituait vraiment un frein. Voilà.